À vos côtés, on va parler de la dynamique et des difficultés techniques de conversion en bio. Et Mylène, vous nous livrez d'abord les principales données de l'agriculture biologique. On a quelques chiffres à vous présenter. Bonjour à tous. L'un des principaux enjeux qui est souvent évoqué par les professionnels des filières par rapport à la structuration des filières, c'est la connaissance des filières bio, avoir des données, des chiffres clés sur la filière, sur ses caractéristiques, sur les évolutions. Donc l'Observatoire régional de l'agriculture biologique d'Occitanie est là donc, pour apporter aux professionnels cette connaissance et ce suivi-là qui est important. Donc c'est un observatoire qui est animé par l'association interprofessionnelle Interbio Occitanie, donc qui a été nouvellement créée et qui est issue de la fusion de SUD et Bio, donc ancienne interprofession sur le Languedoc-Roussillon, et Interbio Midi-Pyrénées. Donc l'enjeu de cette présentation, c'est de vous apporter quelques chiffres clés sur la filière viticole bio régionale et sur son évolution récente, donc notamment sur l'année écoulée. Donc on va commencer par balayer un peu les chiffres clés issus de l'agence bio. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute filière confondue, la région Occitanie est la première région bio de France, à la fois en ce qui concerne le nombre de producteurs bio et les surfaces. Donc les derniers chiffres qu'on a, c'était que fin 2016, la région comptait 7218 producteurs engagés en mode de production biologique pour plus de 360 000 hectares. La région Occitanie, elle compte plusieurs filières assez fortes au niveau national, dont la viticulture bio. Donc cette viticulture au niveau Occitanie, elle représente à peu près un tiers du vignoble bio français. Donc on enregistrait avec l'agence bio fin 2016 quasiment 1600 viticulteurs bio en Occitanie qui cultivaient plus de 25 000 hectares. Soit à peu près 10% du vignoble bio, du vignoble régional, pardon. Au niveau de la répartition géographique, donc sans surprise, les surfaces viticoles bio sont principalement localisées sur l'arc méditerranéen, avec une majorité des surfaces donc, dans le Gard et l'Hérault. Et pour la partie Midi-Pyrénées, donc les départements qui comptent le plus de surfaces en vignes bio sont le Gers, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn dans une moindre mesure. Au niveau du profil des exploitations, à dire d'experts, donc on a à peu près 80% des volumes de vin bio qui sont produits, qui sont produits par des caves particulières et 20% par des caves coopératives. Au niveau de l'évolution des surfaces, donc Nicolas a déjà un peu évoqué ce point-là, mais très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que la filière régionale, elle a subi une forte croissance entre 2008 et 2011, avec une grosse vague de conversion et beaucoup de surfaces qui ont été engagées en bio. Ça s'est stabilisé en 2012. Malgré tout, les marchés ont plutôt bien absorbé les volumes issus de ces conversions donc, qui sont intervenues entre 2008 et 2011. Et sur les dernières années, on observe à nouveau un regain de croissance en ce qui concerne les engagements de producteurs et les surfaces bio, dans un contexte d'un marché qui est toujours fortement demandeur et où les besoins sont pas encore couverts par rapport à la production biologique régionale. Mylène, on vient de loin, on voit les chiffres de 2007, on voit l'évolution l'espace de 9 ou 10 ans, on vient de très loin en fait. L'évolution est très belle là. Ah oui, enfin, il y a vraiment eu un gros saut de conversion entre 2008 et 2011 au niveau national et particulièrement en Occitanie, oui. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus précisément les dynamiques récentes de la filière. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont issus du suivi propre de l'Observatoire régional à travers les notifications de l'agence bio. Donc en Occitanie, on a enregistré en 2017 1080 nouvelles notifications de producteurs bio donc sur l'année, dont 222 avaient pour production principale la viticulture. Donc ça représente à peu près 21% des nouveaux engagements de producteurs bio en Occitanie. Donc c'est la filière qui a recruté le plus de nouveaux producteurs devant la filière des grandes cultures. Au niveau de la répartition géographique, donc là encore sans surprise, c'est sur l'arc méditerranéen qu'on a eu le plus de nouveaux engagements, avec 76 nouveaux viticulteurs bio sur l'Hérault et 63 nouveaux dans le Gard. Et donc voilà, on avait aussi 39 nouveaux dans l'Aude et 14 dans les Pyrénées-Orientales.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur les 222 nouveaux qui se sont engagés en 2017, c'est vraiment une année qui a été importante en termes de dynamisme d'engagement, puisque à titre de comparaison, en 2016, rien que sur le Languedoc-Roussillon, on avait enregistré seulement 83 nouvelles exploitations viticoles en bio. Donc là, on est à 222, on était à 83 l'année dernière, donc on observe qu'en 2017, on a vraiment eu un regain de croissance en ce qui concerne les conversions. Et de la même façon, en comparant au niveau national, en 2017, on a eu 649 nouveaux viticulteurs bio enregistrés au niveau national. Donc les 222 d'Occitanie représentent 34% des nouveaux engagements de viticulteurs bio en France en 2017. Au niveau de leur profil, ce qu'on peut dire, c'est que c'est majoritairement des conversions. À 80%, ce sont des conversions d'exploitations qui étaient déjà en activité. Et on a 19% des nouveaux engagés qui sont soit des installations, soit des créations de nouvelles exploitations. Vous pointez, il y a des faux nouveaux. C'est quoi les faux nouveaux ? Alors les faux nouveaux, on va avoir aussi le pendant sur les arrêts de notification. En fait, on a toujours un fond de roulement en fait, où on a des changements administratifs sur certaines exploitations, donc qui vont apparaître dans les arrêts de notification comme étant en arrêt parce que par exemple il y a un changement de SIRET ou un changement de raison sociale, un changement de forme juridique de l'exploitation. Donc on va les voir apparaître dans les arrêts et on va aussi les voir apparaître dans les nouveaux sous une autre forme juridique ou sous un autre SIRET. Voilà. En ce qui me concerne maintenant, donc du coup sur cette dynamique de conversion, il faut vraiment noter qu'on a eu ce regain de croissance en 2017 et que ça intervient sur ce contexte de forte demande du marché. Et on fait le lien quand même sur ce regain de croissance avec les politiques d'incitation de certains négociants à la conversion, parce qu'il y a une vraie demande du marché et notamment du marché du vrac. Donc on a ce regain de croissance qui est quand même lié à ces politiques d'incitation à la conversion de la part notamment de certains segments du marché. Au niveau des arrêts de notification, donc en Occitanie, donc là à nouveau vous avez un peu le profil des exploitations qui ont arrêté la bio en Occitanie en 2017. Donc on a enregistré 275 arrêts, toutes filières confondues, dont 47 en viticulture. Donc ça représente 17% des arrêts qu'on a observés en région en 2017. On connaît les motifs ? Alors on va y venir juste ensuite. Donc juste au niveau de la répartition géographique assez rapidement, on a eu donc 13 arrêts de viticulteurs dans le Gard et 16 dans l'Hérault. C'est sur ces deux départements qu'on a eu le plus d'arrêts au niveau de l'Occitanie. Là encore à titre de comparaison par rapport à 2016, donc là on a enregistré 47 en Occitanie en 2017. L'année dernière on était sur 43, donc c'est un chiffre qui est assez stable. On n'a pas de mouvement particulier sur des arrêts de certification bio de la part des viticulteurs. C'est un mouvement qui reste assez constant depuis plusieurs années. Au niveau du profil de ces arrêts, donc ce qu'on a pu observer, c'est sur les 47 exploitations, on en avait 18 qui étaient en cessation complète d'activité. Donc ce sont des exploitations qui arrêtent vraiment leur activité agricole, donc majoritairement pour un motif de retraite ou alors pour des raisons personnelles, souvent liées à des raisons de santé ou des raisons familiales. À peu près, ces exploitations se répartissent de deux façons. On a la moitié de ces exploitations à peu près qui arrivent à transmettre leurs terres à des viticulteurs bio, soit en place, soit à des nouveaux. Mais on a à peu près la moitié qui reste de ces surfaces qui restent en bio et l'autre moitié qui revient à du conventionnel. Donc en termes de surface chiffrée, on sait que sur les 18 exploitations viticoles qui arrêtent leur activité agricole, on a 78 hectares qui vont rester dans la filière bio à travers soit des nouveaux, soit des exploitants bio qui s'agrandissent. On a 66 hectares qui reviennent au conventionnel et 97 hectares pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de certitude sur le devenir. Les exploitants eux-mêmes n'ont pas encore la connaissance du devenir de ces surfaces. Si on regarde maintenant les décertifications, donc là on a enregistré 12 exploitations qui
continuent leur activité agricole, mais sans la certification bio. C'est vraiment un choix délibéré d'arrêter la certification. Donc il y a plusieurs motifs qui expliquent ce choix d'arrêter la certification. Donc on a essentiellement donc, des insatisfactions liées à l'organisme certificateur. Ça peut être lié à des problèmes relationnels avec l'auditeur, des problèmes où les gens ne sont pas forcément satisfaits de l'apport, des compétences techniques des auditeurs qui viennent sur l'exploitation. Il y a aussi le coût de la certification qui est évoqué comme un des motifs d'arrêt de la notification, de la certification bio. Et on a aussi les problèmes de maladies qui sont évoqués, mais dans une moindre mesure. On ne peut pas parler de vagues massives d'arrêts liés à ce motif-là. Donc on a quand même des gens qui évoquent des arrêts liés à la flavescence dorée ou au black rot, mais ce n'est pas majeur et surtout ce n'est pas plus fort cette année par rapport aux autres années. Et en termes de devenir de ces surfaces-là, donc ça c'est vraiment des surfaces, 156 hectares qui quittent la production bio, qui ne sont plus certifiés bio, mais à dire d'agriculteurs, sur ces 156 hectares, il y en a 61 qui vont rester en mode de production raisonnée. Donc c'est purement déclaratif, mais voilà, on a cette information-là. Et on a 95 hectares qui vont revenir en mode de production conventionnelle. Mais là encore, donc, j'insiste sur ce point, sur les arrêts de notification, c'est un profil, une répartition des profils qu'on observe chaque année. Il n'y a pas de changement majeur cette année par rapport aux autres années en ce qui concerne les arrêts. Donc en conclusion, je dirais que ce qu'il y a à retenir, c'est que le vignoble bio d'Occitanie, c'est un tiers du vignoble bio français, donc ça représente vraiment un point important au niveau de la filière nationale. Il y a eu une croissance qui a été continue, assez forte sur les 10 dernières années et avec un regain de croissance en 2017 dans ce contexte d'un marché très demandeur. Les arrêts de notification, ils interviennent sur un rythme que je qualifierais de normal. C'est assez régulier d'année en année. Et voilà, donc sur 2017, on a ce regain de croissance avec un dynamisme qui est intéressant, mais qui reste quand même insuffisant malgré tout pour couvrir les besoins du marché. Et donc dans ce contexte-là, on a toujours des freins techniques importants à la conversion. Donc je vais laisser la parole à Emma Caro, de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, qui va vous parler un peu plus de ces freins techniques. On remercie Mylène de List Sud et Bio. Juste un mot sur tous ces chiffres. Est-ce que ces chiffres, on les retrouve quelque part aujourd'hui sur le web ? Alors tout à fait. Donc l'Observatoire régional, il travaille sur toutes les filières. Donc actuellement, on n'a pas encore mis en place le site internet pour l'association Interbio Occitanie, donc nouvelle interprofession Occitanie qui s'est créée et qui porte l'Observatoire. Mais vous avez là le lien, donc un lien vers la page de Sud et Bio, qui était l'ancien Observatoire Languedoc-Roussillon, qui compile toutes les publications de l'Observatoire régional. Donc vous avez des synthèses de chiffres clés par filière, des cartographies, des fiches, des fiches d'analyse par filière et les bilans sur les dynamiques d'évolution des filières. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces documents. Ça fait beaucoup de chiffres ce matin sur une même période, donc si vous voulez prendre du temps chez vous tranquillement, ou sur une tablette ou sur un smartphone, vous avez l'adresse là de Sud et Bio. On accueille maintenant Emma Caro, qui est conseillère en viticulture à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. On va avec vous voir ensemble quelles sont les difficultés techniques lorsqu'on veut se convertir vers le bio. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va revenir sur ces difficultés techniques de la conversion vers le bio, car comme vous avez pu le comprendre, on a un nombre de surfaces en vitibio qui augmente et qui doit continuer d'augmenter pour pouvoir répondre pour la demande en vin. Donc, pour les difficultés techniques, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vraiment réaliser un constat qui vient directement du terrain. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les dires des viticulteurs, les diagnostics réalisés notamment par la Chambre d'agriculture de l'Hérault, pour voir vraiment ce que disent les viticulteurs suite à leur conversion ou les problèmes qu'ils rencontrent au moment de se convertir. Donc, on va avoir trois freins majeurs. Le premier correspond aux surfaces à engager en bio et à une mixité bio et non bio, ce qu'on va revoir juste après. Le deuxième frein va être plutôt sur la gestion des adventices, vu qu'en agriculture biologique, on enlève tout ce qui est herbicide. Et enfin, le dernier frein, la dernière difficulté, est la maîtrise de certaines maladies. Donc tout d'abord, les surfaces à engager et la mixité.
Donc, c'est une limite qui est entre l'administratif et le technique, la mixité bio et non bio. Car pour passer en viticulture biologique, la réglementation nous dit qu'on doit pouvoir distinguer les productions à l'œil nu. Or, pour le raisin, on considère qu'à part pour une unité blanc, une unité rouge, on a une seule grande production. Donc on doit passer soit toute son exploitation en AB, donc on oublie le fait de se dire j'ai tout qui pourrait passer en AB, sauf une parcelle qui est vraiment compliquée à gérer à cause par exemple des adventices. Celle-là, je la laisse de côté, je la laisse en conventionnel. Ça, ce n'est pas possible. Il faut soit passer toute l'exploitation, soit faire une unité blanc, une unité rouge. Donc par exemple, on passe tout son rouge en bio, mais pas son blanc. Sinon, on peut jouer sur ce qui est juridique, donc scinder l'exploitation en deux structures juridiques différentes, mais forcément ça rajoute des complications au niveau administratif. Et sinon, il existe une dérogation pour une conversion totale sur 5 ans. Donc il faut demander cette dérogation qui n'est pas forcément acceptée. Et le problème, il est juste décalé en quelque sorte, puisqu'au bout des 5 ans, tout doit être passé en bio. Donc on a vraiment un engagement au niveau de l'exploitation entière, qui est en fait une difficulté technique si une des parcelles sur l'ensemble pose problème. La deuxième difficulté va être liée vraiment au travail du sol et à la gestion des adventices. Parce qu'on veut bien passer en agriculture biologique, mais on n'est pas forcément prêt à tolérer une chute de rendement très importante. Or, vu que la réglementation de l'agriculture biologique nous dit qu'on a le droit à 0 herbicide, on doit gérer l'herbe dans ces parcelles autrement. On va avoir deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on va travailler son sol, donc de différentes manières, mais pour éliminer ces adventices et donc éviter toute la concurrence qu'elle pourrait créer. Soit la deuxième possibilité, c'est de mettre un couvert végétal en place et de l'entretenir. Donc au lieu d'éviter de faire pousser les herbes qu'on ne veut pas et ensuite les enlever, on en met en place ou on favorise leur mise en place spontanée pour en fait gérer ce qui se passe réellement. Donc, en ce qui concerne le travail du sol, on doit mettre en place un réel itinéraire technique précis et réfléchi, dans le sens où on doit vraiment savoir ce qu'on veut faire et où on veut aller. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'on veut travailler notre sol? Est-ce qu'on va juste le travailler dans l'interrang ou est-ce qu'on veut aussi travailler sous le rang? En quelque sorte, la question, c'est est-ce que je suis prêt à avoir un peu de concurrence ou pas? La deuxième question, c'est quand? Combien de passages je vais à réaliser? Et à quel moment? Quand est-ce que je vais passer mes outils? Et donc la dernière question qui est liée, comment? Quels outils je vais passer? Est-ce que je vais plutôt travailler en surface, par exemple juste tondre, ou est-ce que complètement je vais travailler un peu plus en profondeur pour détruire ces adventices? Et à ces outils sont liées d'autres questions. Dans quel ordre je les passe? Est-ce que je dois d'abord passer sous le rang ou dans l'interrang? Et à quelle vitesse pour que ça soit optimal? Donc on a vraiment un itinéraire technique très complet à mettre en place. Au niveau du temps, alors forcément, quand on passe d'un herbicide à un travail du sol mécanique ou à la gestion d'un enherbement, on va avoir une modification du temps qui est consacré à la gestion des adventices. Donc les chiffres qui nous remontent directement du terrain, c'est qu'en agriculture conventionnelle, si on considère qu'il faut 4 heures par hectare et par an pour maîtriser entièrement ces adventices, quand on passe en agriculture biologique et qu'on travaille son sol, on passe minimum à 9 heures par hectare et par an. Donc on multiplie au minimum par 2, voire plus, le temps de travail qui est consacré juste à la gestion de ces adventices. Donc ça, forcément, c'est à prendre en compte, autant pour le temps de travail vraiment, mais aussi à tout ce qui est financier lié à ça et au coût que ça va engendrer. Alors, la deuxième solution, à part le travail du sol, c'était la mise en place du couvert végétal. Donc là, on a aussi des questions qui se posent. C'est est-ce qu'on met un enherbement semé ou spontané? Donc soit on sème pour choisir vraiment les adventices qui vont pousser, soit spontané, et on laisse pousser la flore naturellement présente sur ces parcelles, mais il faut vérifier qu'elle ne pose pas trop de problèmes. Si on sème une espèce, il faut choisir quelle espèce semer, car toutes les espèces vont avoir des caractéristiques différentes et il faut qu'elles soient en adéquation avec à la fois notre sol, il faut qu'elles puissent pousser, et il faut qu'elles soient en adéquation avec notre vigne, si notre vigne tolère ou non, c'est une concurrence que peut causer l'adventice. Donc vraiment un choix à réfléchir. Et enfin, comment gérer ce couvert? Est-ce que je le laisse permanent et il est là toute l'année? Est-ce que je l'entretiens et je réalise des tontes
compte à certains moments et quand, ou est-ce que je choisis de le détruire à un autre moment, souvent là où ça pourrait poser le plus de concurrence. Donc vraiment ici aussi, si on met en place un enherbement, c'est possible, mais il faut vraiment le réfléchir. Enfin, on va passer au dernier franc qui est la maîtrise de certaines maladies. Donc en agriculture biologique, on va avoir des maladies qui se gèrent, on va dire, plutôt bien par les agriculteurs, même si on enlève tout ce qui est insecticides et fongicides de synthèse. Mais on a d'autres maladies qui posent un peu plus de problèmes. Donc, tout d'abord, le black rot. Pourquoi le black rot pose problème? Parce qu'on n'a aucune spécialité commerciale qui a d'autorisation sur la mise au marché en agriculture biologique. Donc, on n'a pas vraiment de produits dédiés à ce black rot, et donc il va falloir le gérer autrement. Donc, souvent, l'emploi du cuivre et du soufre qui est utilisé pour le mildiou ou pour l'oïdium aide, mais toujours, voilà, pas de produit destiné vraiment à lui. Et l'autre technique, c'est d'accentuer les méthodes prophylactiques. Ce que j'appelle méthode prophylactique, c'est tout ce qu'on fait directement sur la vigne, comme enlever les endroits les inoculums où il peut y avoir contamination, et ces choses-là. Et enfin, la flavescence dorée, qui est la deuxième maladie très compliquée à gérer en agriculture biologique et qui, pour l'instant, peut être caractérisée d'obstacles majeurs à la conversion vers l'agriculture biologique. C'est une maladie qui est incurable. Une fois que la souche est contaminée, elle le reste et elle se propage très vite. Donc, ce qu'il faut avant de se convertir en bio, il faut vraiment voir où on en est vis-à-vis de cette flavescence dorée. C'est-à-dire qu'on doit faire une prospection, regarder les souches qui sont contaminées et les arracher, ce qui est obligatoire. Ensuite, on doit voir les populations de cicadelles vectrices. Parce que la flavescence dorée est une maladie liée à un phytoplasme, donc une sorte de bactérie, qui est transmise par une cicadelle. Et vu qu'on ne sait pas s'attaquer directement à ce phytoplasme, on s'attaque au vecteur qui est la cicadelle vectrice. Donc il faut voir les populations qu'on a sur nos parcelles de cette cicadelle pour voir en fait les risques qu'on peut avoir de propagation de la flavescence. Sauf que la flavescence dorée, elle n'a pas en quelque sorte de frontière. C'est-à-dire qu'en plus de regarder chez soi, il faut penser à ce qu'il y a chez le voisin. Parce que la cicadelle, ça ne la gênera pas d'aller chez le voisin et de revenir chez vous après avec la bactérie. Donc bien regarder ce qui se passe autour de chez soi. Ensuite, encore une fois, on revient à ces méthodes prophylactiques. Donc ici, ce qui est indispensable, c'est l'épamprage. Parce que les cicadelles, elles sont surtout sur la face inférieure des feuilles les plus proches du cep, et notamment sur les pampres. Donc si on enlève les pampres, on limite déjà la présence des cicadelles. Enfin, en agriculture biologique, on a un seul traitement qui est homologué contre cette flavescence dorée, c'est le pyrévert. Le pyrévert, il a une efficacité qui est qu'on peut qualifier d'irrégulière, mais il existe et il agit quand même et il est obligatoire. Donc il faut vraiment réaliser ces traitements qui sont entre 1 et 3 obligatoires selon les communes. Et enfin, on vérifie le réglage de son pulvérisateur. Car comme je vous le disais, les cicadelles de la flavescence dorée sont très localisées sur les feuilles inférieures sur la face inférieure des feuilles les plus proches du cep. Donc il faut vraiment que le produit arrive à ce niveau-là pour essayer d'éradiquer cette cicadelle. Donc une maladie très difficile à gérer en agriculture biologique. Mais malgré tout, pour la conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des difficultés techniques, certes, comme vous venez de le voir, mais que malgré ça, comme a pu vous montrer Mylène, les surfaces continuent d'augmenter en bio, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des difficultés, on a quand même des solutions pour y pallier. Et notamment, les choses qu'on doit regarder, c'est ce que je vous ai mis en conclusion. C'est le matériel qui est sur une exploitation avant de se convertir, ou les investissements en matériel qu'on va devoir faire, notamment pour le travail du sol. Il faut vraiment regarder la flavescence dorée, où on en est, faire une sorte d'état des lieux. Voir le temps de travail qui va être ajouté après le passage en bio. Il faut regarder sa traçabilité car c'est quelque chose qui est surveillé par les organismes certificateurs, donc il ne faut pas se louper là-dessus. Et bien évidemment, il faut regarder son aspect commercial et son aspect économique en plus de l'aspect technique. Voilà, merci. Et Macaro, qu'on remercie de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Une précision, on a vu qu'il y avait différentes étapes qui étaient, tout au long de ce que vous avez abordé, différentes étapes qui sont abordées. Ça peut être un vrai frein pour le vigneron qui veut entreprendre cette conversion. Est-ce qu'il y a des techniciens, des ingénieurs de la Chambre qui sont à disposition pour l'accompagner ? Oui, bien évidemment, la Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs dans leur conversion déjà, donc on peut vous aider sur tout ce qui est déjà administratif, sur ce qui correspond aux aides. C'est fastidieux, hein ? Oui, bien évidemment, il y a plusieurs étapes
à passer dans un certain ordre pour être sûr que votre dossier avance sans trop de difficultés. Et ensuite, la Chambre d'agriculture se propose à la fois de faire des diagnostics plus ou moins poussés pour voir déjà si vous allez droit dans le mur ou pas, et pour être sûr que vous ayez envisagé toutes les difficultés. Et avant, on peut vous aider sur ces difficultés-là à les régler. La durée moyenne d'une conversion, c'est combien? Entre le moment où le vigneron décide et où il est converti complètement, il y a combien de temps? Alors, entre l'engagement exact, donc là où il signe avec l'organisme certificateur, et le moment où il va pouvoir mettre le logo AB sur ses bouteilles, par exemple, on a 3 ans qui s'écoulent. Sachant que dès la 2e année, il peut communiquer sur le fait qu'il est en conversion. Alors qu'en première année, il ne doit rien dire du tout. Merci à vous, la Chambre d'agriculture de l'Hérault. On va peut-être écouter vos questions si vous avez des réactions, vous ici dans le public, ou écoutez peut-être... Non, on va rester à noter. Est-ce que l'ensemble des informations développées là ce matin est disponible quelque part sur Internet? Le mieux, c'est de recontacter la Chambre d'agriculture si vous avez des questions supplémentaires. Il y a le site Internet qui est en train d'être mis à jour. Mais vous appelez la Chambre d'agriculture et on peut vous renseigner toutes les informations dont vous avez besoin. Pas de virtuel, du réel. Du réel, c'est ça. Merci Emma Caron, merci à vous Mylène d'avoir été avec nous. Une question arrive sur le fond, restez avec nous les filles. On va peut-être écouter réaction, questions du public présent ce matin. N'hésitez pas à lever la main pour nous interpeller si vous souhaitez réagir. Merci. On vous écoute. Vous n'avez pas du tout parlé de l'impact du piré vert sur la faune adventice. Alors, non, effectivement, je ne l'ai pas développé ici. Alors ça, c'est une question qui a été souvent posée... On a parlé de traitement il y a un instant, le piré vert. Hein. Oui, voilà, on a parlé du traitement, mais pas sur la faune auxiliaire. C'était ça votre question? Alors, il y a des études qui ont été faites à Sud-Vin Bio l'année dernière, donc c'est tout récent. Alors, cette étude a montré que, effectivement, il y avait un impact du piré vert sur la faune auxiliaire. Alors, sur tout ce qui est insectes et araignées, on n'a pas eu d'effet notable, d'effet significatif. Mais par contre, sur les acariens, et notamment les acariens auxiliaires, ceux dont on a besoin, on avait une chute d'environ 50% de cette faune suite à un traitement au piré vert. Donc effectivement, on a un effet. Il n'est pas sélectif à 100% de la cicadelle de la flavescence dorée. Mais voilà, c'est comme ça. Il n'y a que les acariens qui sont impactés? Alors, avec l'étude qui a été faite, elle a montré que voilà, sur les insectes et les araignées, on n'avait pas d'effet significatif. Après, un seul traitement, ça n'a pas été testé au bout de 3 traitements. Et l'effet sur la cicadelle de la flavescence dorée n'était pas à 100%. Donc la question est toujours, est-ce qu'on aurait augmenté l'effet sur les insectes si sur la cicadelle de la flavescence dorée, on avait vraiment une efficacité optimale? Ça, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les acariens auxiliaires, il y a effectivement un effet négatif. Je me permets de compléter. Donc, Emma a présenté les résultats Sud-Vin Bio, sachant qu'il y avait d'autres études qui avaient été faites par d'autres organismes, notamment en Suisse, donc uniquement sur les acariens. Donc oui, on a confirmé les résultats qu'avaient obtenus les Suisses suite à un seul traitement, donc 40 à 50% de baisse. Par contre, c'est un produit qui est extrêmement rapidement dégradé. Et du coup, ce que nous, on n'a pas observé, parce qu'on a fait des observations uniquement 24 heures après l'application, mais ce qu'avaient observé les Suisses, c'est que les populations d'acariens se reconstituent très rapidement derrière le traitement pyrètre. Cherchez la voix, c'est Nicolas Constant pour Sud-Vin Bio. Oui, désolé, je suis... D'autres questions? Ou pas? On va remercier Mylène et Emma Caron d'avoir été avec nous pour la Chambre d'agriculture de l'Hérault et pour Sud et Bio, ce portail interprofessionnel d'information et d'aide sur les pratiques de l'agriculture biologique en Languedoc-Roussillon.